continuer. Je montrerai mon frère. Les fantômes qui font des vidéos, plus de 10 000 personnes connectées là. Hein? Chez nous, j'ai venu me montrer que je suis choco ici. Je montrerai ici mon frère. Deux fois il y a. Ça veut dire quoi? Donc, voilà. Où nous sommes aujourd'hui là? Si nous sommes en train, on croit que les justices vont s'abattre éternellement sur M. Guillaume Soro, sur M. Gbagbo, ou bien M. Walina Koulibaly, ou El Amadou Traoré, qui a fait ne serait-ce qu'une publication, on l'a pris à l'emmener en prison. Et comme on fait, Carlos Mauro, il est parti à poser la signature de GPS dans, comment dirais-je, sur la création d'un mouvement politique. On va prendre, on dit pourquoi il est parti signer ça. Donc, du fait que GPS serait dissous, on prend Carlos Mauro, on le met en prison. C'est maintenant 1 an et demi qu'il est en prison. Il est condamné à 2 ans de prison. Parce que le monsieur a signé seulement un document. Oh, ben, c'est ça que, voilà pourquoi j'ai dit, on peut pas moi, on ne peut pas me convaincre. Je ne sais pas quoi. Mais on ne peut pas me convaincre. Sur le côté de M. Ouattara, on ne peut pas me convaincre sur des unions au niveau de notre pays. Là, ça va fusionner le tissu social et l'équilibre social également. Ça va en pâtir. Donc, nous, on n'a pas envie d'être aux affaires et puis bon, pour chasser ceux qui étaient précédemment au pouvoir. Non, non, c'est pas ça qui est c'est pas notre feuille de route, c'est pas notre vision de la Côte d'Ivoire de demain. Mais ils nous donnent pas le choix. Aujourd'hui, ils font la politique de la terre brûlée. Voilà, ils font la politique de la terre brûlée. Ils s'en foutent éperdument des critiques. Ils s'en foutent éperdument parce qu'eux se disent, bon, demain, si que tu es pouvoir, ils peuvent aller voilà, ils vont aller ils ont un paradis doré où ils vont jouir de leurs derniers jours au Maroc. Parce que c'est comme une casse. Le Maroc devient une casse politique. Casse au sens propre du terme. C'est la casse, c'est-à-dire que la casse des véhicules, quand les véhicules, comment dirais-je, les vieilles voitures, dès l'instant, on veut les entreposer pour les dépiécer, on les dépose dans ce qu'on appelle la casse, pour enlever les pièces, voilà, pour pouvoir les revendre, pour revendre les pièces. Donc, on appelle ça la casse. Et donc, au niveau politique, en Afrique, la casse des politiciens, comment dirais-je, déchus, c'est où? C'est le Maroc, avec Macky Sall, c'est le Maroc avec l'autre Mbalo et autres. C'est là-bas qu'ils vont jouir, mais quand ils sont au pouvoir déjà, ils commencent à préparer déjà leur chute. Donc, ils payent d'abord des villas là-bas, pour eux et leurs enfants. Voilà, ils ont des villas là-bas tranquillement. Donc, c'est la même chose que les ponts du pouvoir Ouattara ont fait, hein, parce que le Maroc va jamais les extrader dans les pays s'ils sont demandés par la justice, jamais de la vie. Donc, ils vont jouer tranquillement de l'argent volé. Donc, les militants du RDR, aujourd'hui, mais Macky Sall est parti du Sénégal. Il est couché là-bas au Maroc. Mais ses partisans qui étaient zélés et qui ont commis, n'est-ce pas, des forfaits, c'est eux qui sont en train de payer de lui tribut. Le chef d'Enervi a été arrêté. Yaya Jammeh, qui a dirigé la Gambie d'une main de fer et sans partage. Mais Yaya Jammeh, il a fui en Guinée équatoriale. Mais le chef de ces escadrons de la mort, c'est là même qui exécutait les sales besognes de Yaya Jammeh, qui exécutait les opposants, qui torturait les opposants, les disparitions forcées. Mais il a été arrêté en Casamance, il a été livré. C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, là, ceux qui sont aujourd'hui en train d'exceller dans la barbouzerie, en train d'exécuter des personnes, en train de faire disparaître des personnes, en train de brûler des personnes, mais c'est consigné. Parce que nous sommes témoins. Nous avons des magistrats qui sont là, qui sont intègres, qui demain, ils ont documenté tous ces faits-là, et qui vont exhumer ça, et ils vont poursuivre ces personnes, tout est documenté. Les gens pensent que on est passé à autre chose. Nous avons des acteurs de la société civile, les droitolomistes, qui ont tout archivé, qui ont tout documenté, que ce soit en 2020, avant 2020, en 2025, les personnes, les Sorokognos qui ont été exécutés ici, en direct, même sur les réseaux sociaux, par les RDR, un crime qui ne sera pas impuni. Voilà. Incriminé dans ces crimes-là, il y a le ministre Amadou Koné du transport, il y a AMS de la communication, et il y a l'ASPR. Ils sont impliqués directement dans ces crimes crapuleux de Sorokognos. On a également les crimes qui ont été commis à Bobo,
avec Lassine Koulibaly, un superviseur au compte, n'est-ce pas, de la mouvance proche du président Guillaume Soro à la mairie. Mais il a été exécuté. Voilà. Donc, les gens pensent que ça va passer comme ça, crème, comme un courrier à la poste. Et puis bon, en passant à autre chose, on ne passera pas à autre chose. Hein. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'ils s'accrochent au pouvoir. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps ils vont s'accrocher au pouvoir? Parce que nous ne le saurons pas faire. Non, non, non. On ne le laissera pas faire. Voilà. Vous pensez que quand nous sommes dans l'opposition, vous allez nous criminaliser, vous allez favoriser vos militants, et puis demain, voilà, comme ça, voilà, vous allez jouir de l'argent volé du contribuable couché dans les paradis fiscaux, et vous allez, comment dirais-je, en jouir, et vos enfants vont en jouir. Non, 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 non. Tout cet argent, c'est là, comment dirais-je, nous allons vous traquer partout. Parce que maintenant, là, vous voyez aujourd'hui, l'autre est devenu un paria, on appelle comment même là, on appelle comment même un ballot. Un ballot est devenu un paria. On ne sait même pas, il était au Sénégal. Là-bas, on dit, mon ami, il faut partir. Hein. Du Sénégal, il s'est retrouvé au Congo. Là-bas, on dit, non, mon frère, pardon, il faut partir. Il est quitté au Congo, il est couché, il est couché au Maroc. Même au Maroc, même, ça ne va pas. Il vient maintenant fuir pour venir au Portugal. Mais s'il vient au Portugal, là, il y a un problème. En Europe, là, on peut le mettre aux arrêts pour les crimes commis. Donc, si les gens portent plainte contre lui en Europe, là, on peut l'interdire de sortir du pays. Donc, donc, nous, on est sereins. Nous, on est sereins. Si ce qui va se passer après Ouattara, parce que tout le régime de Ouattara, tout ce qui gravite autour de lui, sont là à cause de M. Ouattara au pouvoir. Mais dès l'instant, on arrive à faire sauter Ouattara, dès l'instant, le baobab, il tombe, c'est l'arbre qui cache la forêt, en réalité. À la centre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est Ouattara qui est notre cible. Si on arrive à les faire tomber, mais les autres, ils vont suivre. C'est comme un château de cartes. Donc, on n'a même pas besoin de faire un effort pour eux. Et ils bandent les muscles parce qu'ils sont derrière Alassane Ouattara. Voilà, il peut parler parce que M. Ouattara est là aujourd'hui au pouvoir. Mais si ça dépendait que d'eux-mêmes, est-ce qu'il peut se mettre devant M. Guillaume Soro pour parler? Ou bien devant M. Babo pour parler? Non. C'est parce que c'est derrière Alassane Ouattara. Mais comme Ouattara, actuellement, il est à sa fin. Donc, ce côté-là, ça nous réconforte. Et nous sommes à notre aise. Que M. Ouattara, il est proche de la sortie. Il ne peut pas dire qu'il est à la sortie déjà. Il est déjà sorti même du jeu politique. Puisque, en lisant son fils, qu'il appelle son frère Ténébrama, il dit non que c'est eux-mêmes qui ont forcé la main à M. Ouattara pour qu'il puisse candidater. Vous voyez, c'est-à-dire que eux-mêmes, c'est eux qui ont contraint M. Ouattara à pouvoir candidater pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Voilà, donc ça sous-entend que selon eux, M. Ouattara ne voulait pas être candidat, et donc eux lui ont demandé, voilà, comment on peut ça, d'y aller. Bon, le monsieur, il a rempli. Vous voyez? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Mais quand cela ne tienne, nous croyons fort, Dieu comme fait, que M. Ouattara va tomber. Quand? Je ne saurais vous dire, je ne suis pas un divin. Mais par contre, il faut lire entre les lignes. Donc on dit non, mais attends, à chaque fois que vous dites qu'il va tomber, mais oh, la vie aussi c'est de l'espoir. L'espérance. Voilà. On vit d'espoir, on vit d'espérance. Mais si toi tu ne vis pas d'espoir et d'espérance, mais c'est que tu as un problème. Voilà. Il faut que tu sois habité sur le fait que M. Ouattara va se tomber. Et l'après Ouattara va exister. Mais il faudrait que toi tu sois là. Parce que qui aurait cru que Ben Ali allait tomber? Qui aurait cru que Blaise Compaoré allait tomber? Qui aurait cru que Alpha Condé allait tomber? Qui aurait cru que Ali Bongo et tout ça, même s'il y a des coups d'État qui sont fabriqués, mais quel que soit Alpha, mais ils sont tombés. Voilà. Quel que soit Alpha. Donc, M. Ouattara, non, mais pas une révolution des palais, comme, comment dirais-je, en Guinée-Bissau. On va prendre un Gon Koulibaly, l'ancien Gon, le Goz, que le chef de la garde républicaine va faire un coup d'État pour dire non, 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 on n'est pas dans ça. Ce jour-là, c'est qu'ils ils vont tirer sur les Ivoiriens et ils seront arrêtés et puis ils vont être à la CPI. Parce que vraiment, la Côte d'Ivoire n'est pas comme la Côte d'Ivoire, c'est un autre cas. C'est spécifique. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres et les autres sont pas la Côte d'Ivoire. Mais par contre, chez nous, le peuple est déterminé. C'est un peuple qui est en colère, mais qui est une colère silencieuse. Je crains que un jour, ça puisse exploser. Parce que la colère, elle est trop là. Elle couvre. Les gens ne parlent pas, hein. Mais les gens ne parlent pas en Côte d'Ivoire, mais il y a une colère qui est là, latente. Une colère qui est vraiment
silencieuse. Et quand c'est comme ça, là, le jour que ça va s'exploser, c'est comme une cocotte minute, hein, et c'est pas bon. Et moi, c'est ce que nous voyons venir. Et nous prions Dieu d'être parmi les chanceux. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui est la vie. Pour que nous soyons là pour voir l'après Alassane Ouattara. Et j'ai prié pour votre âme, pour votre esprit, pour votre santé. Pour que nous soyons en santé, longévité. Et puis on puisse voir la chute d'Alassane Ouattara. Une nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. Nous avons soif d'une nouvelle Côte d'Ivoire. 15 ans, c'est trop. Voilà, 15 ans, c'est trop. L'usure du pouvoir. C'est trop 15 ans. Un régime au pouvoir pendant 15 ans, c'est voilà, c'est devenu monotone. On veut autre chose. On veut voir une autre dynamique. On veut voir du sang neuf. C'est ça que nous voulons voir. On veut voir une nouvelle génération émerger. On veut voir la Côte d'Ivoire dirigée par un autre visage. Le renouvellement, voilà, des acteurs, des acteurs dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons voir. Et c'est ça qui est notre combat. Ce n'est pas fort ou cher demander le fait que non, le RADP n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Ils ne sont pas propriétaires de notre pays. Et nous sommes en droit de nous questionner et de dire que nous ne sommes pas d'accord si telle ou telle chose. Ce n'est pas un crime en le disant ou en le revendiquant. Voilà. Donc, on peut nous ériger en ennemi numéro 1. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on sait que notre pays nous appartient et une bande de malfrats ne peut pas s'arroger le droit de se partager la Côte d'Ivoire comme un gâteau et dire aux autres, dormez dans la faim. Voilà, c'est pas possible. Et pendant ce temps, ils vivent dans l'opulence. Ils jouissent des avantages du pouvoir et autres. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans une logique où le pouvoir, aujourd'hui, il est personnifié. Le pouvoir, c'est M. Ouattara. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays où la démocratie, elle demeure. Nos pères dévancés se sont battus. Ils ont payé le lourd tribut à travers les injustices, à travers les emprisonnements, à travers les emprisonnements, les persécutions, et pour qu'on puisse avoir le multiparti dans notre pays. On ne peut pas ramener la Côte d'Ivoire à un parti unique. Ce n'est pas possible. Bénédiction, comment tu vois? Donc, c'est pour ça que nous nous avertions pour dire, si on ne fait pas attention, que le RDR atteint son objectif, mais c'est fini pour vous tous. La démocratie est devenue maintenant un luxe dans notre pays. Et ça, tous les sacrifices consentis par nos pères dévanciers vont tomber dans l'eau à cause de notre cupidité, à cause de notre échec, à cause de notre laxisme, à cause de notre peur. Mais eux, ils ont consenti des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices. Mais nous, à notre tour, on fait comment? On est devenu une génération TikTok. Là où d'autres se sont battus pour arracher le multipartisme, nous sommes en train de nous battre pour forcer la Côte d'Ivoire, pour engloutir la Côte d'Ivoire. Nous sommes, Alassane Ouattara, il a assassiné la démocratie dans notre pays. Je ne veux pas qu'on m'oppose ce qui se passe dans d'autres pays, en l'occurrence le Burkina, le Mali ou le Niger. Mais là-bas, c'est une autre configuration. Et cette configuration, elle est quoi? C'est une guerre asymétrique terroriste. Et donc, eux, ils sont en proie à l'insécurité. Et donc, au nom du sacro-saint principe, parce qu'eux, ils ont des arguments solides. Depuis maintenant, comme des décennies, depuis pratiquement 10 ans, le Sahel vit les assauts de la nébuleuse terroriste, des bandits armés instrumentalisés, qui ont ôté la vie à des milliers de personnes. Et donc, il faut pacifier le Sahel, il faut sécuriser le Sahel, il faut aseptiser le Sahel, il faut nettoyer le Sahel de ces brebis galeux. On ne peut pas, comme ça, les laisser, comment dirais-je, s'aventurer partout et n'importe où, et puis donner la mort, le baiser de la mort. Nous ne sommes pas d'accord. Et donc, au niveau du Sahel, il y a eu la démocratie au Mali, mais elle a été assassinée par comment dirais-je, Ibeka. Parce que Ibeka, paix à son âme, n'oubliez pas que son régime a mitraillé la démocratie. La dernière élection législative qui a eu lieu au Mali, mais le parti de Ibeka a perdu et ils ont inversé les chiffres, comme ça s'est passé au niveau de la Guinée-Bissau. Mais il y a eu une révolte. Les Maliens ont attaqué même l'Assemblée nationale. Il y a eu mort d'hommes. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Ils se jettent comme ça dans l'inconnu et puis ils veulent donner des leçons au pays du Sahel. C'est à froid et puis en connaissant des causes que nous nous aventurons à défendre ces régimes qui sont aujourd'hui dans le Sahel. On ne remet pas en cause les vertus et la démocratie, ce n'est pas ça. Loin de là.
Nous ne sommes pas les avocats du diable. Mais nous sommes dans une critique objective, limpide et lucide. Et donc, sous Ibeka, l'opposition a gagné des sièges à l'Assemblée nationale. Les résultats ont été inversés. D'où vient la contestation de l'opposition? Ils ont attaqué l'Assemblée nationale, incendié l'Assemblée nationale, il y a eu mort d'hommes sous Ibeka. La révolte a continué et plus tard, des milliers et des milliers de Maliens étaient dans la rue. La démocratie était bloquée. Et pendant ce temps, les groupes terroristes prenaient du terrain. Et l'armée était mal équipée, pour ne pas dire sous-équipée. L'argent qui était décaissé pour l'armée malienne, afin de pouvoir équiper l'armée malienne avec les équipements de pointe, l'argent était détourné par des politiciens, sans oublier que le président de la commission de défense à l'Assemblée nationale était le fils de Ibeka. Pendant que les soldats maliens mouraient au front, les fils de Ibeka étaient couchés dans les yachts. Les vidéos sont sur YouTube, en train de faire la belle vie avec les femmes à Ibiza, avec les femmes espagnoles, dénudées, n'est-ce pas, dans les boîtes de nuit, dans les bateaux. Pendant ce temps, les enfants maliens mouraient au front sans équipement. Ils avaient, comment dirais-je, 2 Kalachnikov et avec 30 cartouches pour pratiquement 100 soldats. Mais ils se faisaient caillasser par les terroristes. Les gens veulent travestir les faits. Nous sommes contemporains. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans un panafricanisme baroque. Nous ne sommes pas dans un panafricanisme biaisé ou bien intéressé. Moi, ça fait longtemps que moi je suis la situation sociopolitique, géopolitique et sociopolitique dans les pays du Mali, Burkina et autres. C'est très important. Je vais ici vous faire un développement, ça va vous surprendre. Les gens pensent que c'est depuis le président Assimi a commencé que nous sommes rentrés dans la danse. Ou bien depuis que mon neveu, le capitaine Traoré, a pris le pouvoir, que nous sommes rentrés dans la danse. Non, ce n'est pas ça. Je suis témoin de ce qui s'est passé avant l'avènement de Assimi Goïta au pouvoir. Et donc, on doit d'abord commencer par là-bas. On doit d'abord commencer par là-bas. Parce que si on ne commence pas par le commencement, on met la charrue avant le bœuf, on se trompe. C'est ça, on se trompe. Si on met la charrue avant le bœuf, on se trompe. Sans la démocratie, là, il y a eu élection au Mali. Élection au Mali, là, on a vu les conséquences. On a vu, n'est-ce pas, les insuffisances du régime Ibeka. Pendant que l'armée était en train de souffrir, de saigner, de perdre les enfants au front, les politiciens étaient couchés à Bamako. Pendant ce temps, le président Ibeka prend l'argent des Maliens pour aller payer avion présidentiel. Bon, pendant ce temps, l'armée malienne n'avait pas de drone, même d'hélicoptères de combat. Mais lui, il préfère prendre l'argent du contribuable malien pour aller payer avion pour se balader. Mais vous comprenez ça comment? Et il y a une crise politique grave qui a été ouverte par Ibeka, par son régime. Mais la suite, vous la connaissez, l'armée, puisque tout était bloqué, l'armée est rentrée dans la danse. Le troisième, comme on appelle communément l'armée, le troisième larron. Il est entré dans la danse. Et l'armée a neutralisé tout le monde. L'armée a pris le pouvoir. Et qu'est-ce que l'armée même a fait? L'armée a donné le pouvoir à Bandao. Parce que Assimi Goïta n'a pas pris le pouvoir comme ça, hein, je suis désolé. Assimi, il a fait comme Guy Robert. Ils ont pris le pouvoir, ils ont remis à Guy Robert. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pouvoir, ils sont allés trouver Bandao, il était à la retraite pour dire, ah, quand le doyen vient voici le pouvoir, il a pris le pouvoir. Bandao, il a commencé à goûter aux délices du pouvoir. Il a pris goût au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectué un voyage ici en France. Il s'est rapproché d'Alassane Ouattara. Et à un moment donné, Bandao décide comme ça de démettre le ministre de la Défense actuel, Sadio Kamara. Mais avant cette décision, Assimi Goïta, qui était vice-président du Mali, a demandé au président de ne pas poser cet acte. Parce que Bandao voulait diviser, scinder les militaires. Et ils ont fait coup d'État, ils sont allés te chercher, et toi tu veux les diviser, toi tu veux récupérer le pouvoir intégralement. Comme si c'est toi qui avais fait le coup d'État. Parce que lui, d'abord, il comptait sur la France, et il comptait également sur la CEDEAO. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Dès l'instant, il a démis Sadio Kamara. À l'instant T, les soldats qui étaient là pour le sécuriser l'ont mis aux arrêts. Ils l'ont mis aux arrêts. Mais c'est les ministres de la Défense. Ils ont fait coup d'État. Toi, tu viens l'enlever, et toi, tu as mis qui? Mais ils l'ont arrêté.
C'est là que Assimi a pris le pouvoir, la ratification, parce qu'il était vice-président. C'est là qu'il est monté maintenant comme président. Parce que Assimi, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est lui qui a fait la cohésion au niveau des soldats. Assimi était le chef, n'est-ce pas, des forces spéciales du Mali. Donc il ne pouvait pas comme ça, ses frères d'armes, les mettre à l'écart, de côté, et puis, comment dirais-je, continuer avec Bandao qui avait un calendrier autre que le calendrier qu'eux voulaient lutter contre le terrorisme. Mais quand Assimi a pris le pouvoir, on a vu comment il a mis en place la refondation, comment Assimi Goïta a redirigé le Mali en matière de sécurité. Assimi Goïta a équipé convenablement l'armée malienne. Mais ça, c'est de l'autorité publique. C'est un militaire qui a redressé le Mali. On n'a pas dit que tout est parfait au Mali, hein, mais tout vient de là. Au Burkina Faso, c'est pareil. Au Burkina Faso, mais les terroristes sont en train de prendre le terrain. Il y a même dans les soutes, dans les amureries. Mais il n'y a même pas, comme ça même, de munitions et d'armes. Quand ils ont pris le pouvoir, avec, puisque l'autre était essoufflé, Rochmark qui s'en caboré, mais ils ont mis Damiba au pouvoir, mais Damiba a pris goût au pouvoir. Il a troqué, comme ça, il a troqué son treillis avec des costards. Il arpentait maintenant les salons feutrés de New York. Voilà, un militaire qui, lui, il laisse ses soldats au front, il prend un avion privé, il va aux États-Unis pour aller faire un discours à l'ONU. Il passe le temps en train de boire du champagne. Il va à Lomé pour aller dormir là-bas avec ses copines. Et pendant ce temps, les soldats burkinabés, ils sont sous-équipés. Mais voilà pourquoi ils sont rentrés dans la danse, à travers la rectification avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a pas fait de coup d'État. Il y a eu une rectification, c'est le MPSR qui est encore au pouvoir. Il y a eu le MPSR, il y a le MPSR 1, où il y avait Damiba, le MPSR 2, la rectification, parce que Damiba n'était pas dans la dynamique dans laquelle ils se sont mis. C'est-à-dire que il faut combattre les terroristes et puis il faut changer des partenariats. Il faut maintenant commander les armes afin d'équiper convenablement les soldats pour faire la guerre contre le terrorisme. Alors que Damiba, il était dans une logique, n'est-ce pas, de soumission au terrorisme. Donc vraiment, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important face à, bon, regardez, le ministre ivoirien des Affaires étrangères et de la coopération était au Burkina Faso. On écoute, on vient de m'envoyer. Aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons de même poids économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations de la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Donc, munis ou instruits donc de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, qui fait donc du dialogue entre les frères une âme essentielle, la recherche effrénée de la paix, nous a donc conduit à faire donc ce déplacement pour venir rencontrer notre frère. Parce que, comme on le dit, le laissage, c'est la campagne. C'est donc vraiment vu par cet esprit donc de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement, pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts débats, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé, que nos relations, qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale, redeviennent ce qu'elle a été. Voilà un peu en substance ce que nous avons dit, et ça a été des discussions franches, directes, en point vraiment de fraternité et de sincérité que nous avons rencontrées.
en tout cas notre frère ce matin. Pour nous, entre Côte d'Ivoire et Burkina, il ne sera pas de problème. Voilà. Maintenant, après avoir tenté tout contre le Burkina, voici la Côte d'Ivoire maintenant qui a tenté de raser les murs. C'est ce que nous avons dit au départ, de laisser les Burkinabés dans leur logique, dans leur dynamique. Vous avez dit donc que vous voulez vous immiscer dans leur politique intérieure. Voici maintenant, c'est vous qui partez voir le Burkina Faso. Bon, j'espère que vos partisans vont voir cette vidéo-là. Tout à l'heure, j'ai fait un podcast même dessus, c'est important. J'ai fait un podcast dessus, c'est très important. Donc, les Burkinabés ont imposé le respect. Nous avons défendu, vous avez décidé, même jusqu'à aller faire la promotion des terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on a dit, ce peuple-là est martyrisé, nous les soutenons, nous le soutenons. Mais les partisans d'Alassane Ouattara ont érigé les Burkinabés comme des ennemis. Les Maliens comme les ennemis, les Nigériens comme des ennemis. Alors que ce n'est pas le seul pays de l'AES et de la CEDEAO. Il y a les Sénégalais qui sont là. Les Béninois sont là, malgré les rapports tendus entre le Bénin et les autres pays de l'AES. Mais vous ne voyez pas les Béninois s'en prendre à IB ou bien à Simi, mais c'est les partisans d'Alassane Ouattara. Mais nous, on a fait corps. On a fait corps pour dire on défend les peuples de l'AES. Aujourd'hui, si vous venez à la raison, nous, on salue ça, mais beaucoup de méfiance. Parce que plusieurs fois, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, ils n'ont pas de problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont un problème avec les dirigeants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut servir de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est tout. Parce que l'inverse, là, ça n'a jamais existé. Il n'y a personne au Burkina Faso qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Néanmoins, tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. L'ancien DG, directeur général adjoint de l'ANA, le numéro 2 de l'ANAR, l'ANAR, l'agent national de renseignement, il est en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu faire coup d'État. Quand ils ont été découverts, la FIP allait en Côte d'Ivoire là-bas. Tous ceux qui veulent faire tomber IB là, ils sont en Côte d'Ivoire. IB a plusieurs fois dit. Ils ont même demandé que vous puissiez extrader ceux même qui sont à la base de ça. IB n'a pas passé. Ils ont dit non, qu'ils ne le feront pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous venez, comment dirais-je, raser les murs, comment dirais-je, avec, chez les Burkinabés. Bravo au peuple intègre du Burkina. Parce que c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Voilà. C'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Moi, je suis très content. Et nous allons exploiter au maximum cette venue-là. Donc, voilà, maintenant, j'aimerais vous dire, voilà, j'aimerais vous dire, chers tous, voilà, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, non, ils ont fait un restaurant, mais la cuisinière, elle a brûlé ça. Elle a brûlé ça, donc elle sera sanctionnée parce qu'elle a mal travaillé. Voilà, donc j'aimerais vous saluer. Voilà, j'aimerais vous saluer. Et Laurent, comment tu vas, mon frère? Je vous dis que il ne faut pas faire un combat contre pour les RADP. Moi, je vous demande, je vous en supplie, pour les RADP, pardon. Si vous les voyez, c'est eux qui ont voulu le 4e mandat. Donc nous là, on ne va pas les défendre. Car, comment dire mon frère, on ne va pas défendre leur cause. S'ils ont un problème là, ils n'ont qu'à se démerder. Quelque chose Alpha, même s'ils annulent le décret là, Bakongo va trouver quelque chose pour mettre en place un système pour les empêcher de circuler. Parce que Ouattara ne va pas laisser ça. Ouattara il est constant dans la bêtise. Voilà.
C'est un homme qui est machiavélique. Donc, quand il veut faire quelque chose là, il est têtu, il va le faire. Il ne va jamais reculer. S'il a des véhicules de 5 ans en Côte d'Ivoire, s'il a des véhicules là, il savait que c'est ses partisans qui travaillent dans le domaine du transport. Mais Ouattara a mis les décrets là. Donc moi je vais vous dire, même s'ils ont annoncé déjà, puisque ce n'est pas officiel, qu'il est susceptible que le d'ici d'Abidjan va annuler le décret d'interdiction des motos là. Mais je peux parier avec vous ici qu'ils vont annuler, mais ils vont trouver une autre parade. Ils vont trouver une autre parade. Ils vont trouver une autre parade. C'est moi qui le dis. Vous allez me dire que je connais ces régimes-là comme ma main. Ma main, elle a 5 doigts. En voici un, en voici deux. C'est lui, sur le petit bonhomme. Donc, j'ai oublié même boulier, même donc, donc, je peux ici vous dire, vous garantir, tellement que j'ai appris à connaître ces régimes. J'étais parmi eux. Vous voyez? J'étais parmi eux. Tu rigoles la bénédiction. Quand on était enfant là, ma mère, elle a 5 doigts. En voici un, en voici deux. C'est ici les petits bonhommes. Je ne me rappelle plus de ça. J'étais trop. Donc, moi, je peux vous dire, connaissant ces régimes-là, que j'ai étudié de loin, que je combats de loin, et que les faits de gestes là, j'ai appris à analyser là, je peux ici vraiment vous dire que cette décision-là, ils vont certainement suspendre la décision pour dire qu'ils vont dialoguer, mais connaissant Alassane Ouattara, il ne va pas reculer. Il ne va pas reculer. Moi, je veux que je les encourage à le faire. Voilà, je les encourage à le faire. Et parce que il faut, c'est le développement. On ne peut pas faire les omelettes comme eux-mêmes le disent, sans casser les œufs. C'est-à-dire que je me mets dans la peau d'un militant du RDR quand on casse les maisons. Nous, on vient de défendre. Non, c'est bon, c'est pour le développement. Mais pourquoi vous vous plaignez maintenant? Parce que dès l'instant vous gagnez de l'argent dedans, là maintenant, le développement, vous mettez le développement à côté, quoi. Non, non, non. On va demander à Bakongo de continuer, d'accentuer ce dans quoi il est. C'est-à-dire que quoi? Qu'on appelle ça? Interdire les motos en Abidjan. Si vous voulez continuer à conduire vos motos, vous allez peut-être conduire ça à Korogo, à Boaké. Moi, les frères et sœurs, il ne faut pas dénoncer. Il y a des choses en Côte d'Ivoire là. Moi, je ne vais plus dénoncer encore. 2026, la parole de Dieu, Inch'Allah. Dieu l'omniscient, omnipotent, Dieu de santé et de longévité. J'ai pris des résolutions depuis un certain moment. Quelles sont les choses que j'ai pu dénoncer en Côte d'Ivoire? Parce que c'est le fait que nous dénonçons là. Ça donne la paresse. Pour eux là, c'est nous, on doit servir de tout. On doit rediriger, on doit réorganiser, redynamiser notre combat, notre lutte. Il y a des sujets là qui ne doivent même plus nous intéresser. Ça, c'est moi, il y a des sujets qui ne doivent même pas nous intéresser encore. C'est fini. Voilà. Nous, notre combat là, c'est politique. Parce qu'on dit que nous, on fait politique. Alors que l'acte que Bakongo pose là, c'est politique. Et un moment, ils vont dire non, non, non. Vous voyez, les opposants là, ils n'ont pas le pouvoir de Ouattara, Papa Ado. Donc nous là, on doit laisser voir se casser la pipe. Moi, j'ai vu un monsieur qui m'a envoyé une vidéo. Un militaire du RADP de Dalois. Il est parti sur la tombe de certains militaires du RADP et du RDR. Il m'a envoyé la vidéo qu'il est déçu du pouvoir RDR. Il m'a envoyé la vidéo pour que je puisse publier. Je n'ai pas publié. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça, ils sont déçus. Mais ils refusent de parler. Et quand ils ont des problèmes, ils viennent chez Soule de Paris, ils vont aller chez KGB, ils vont aller chez Nina, ils vont aller chez Senufo, ils vont aller chez Juan, ils vont aller chez des membres de l'opposition pour dire non, venez dénoncer pour nous. Moi, ils ne dénoncent pas. Hein. Ah non, non, non. Il y a des choses que je ne dénoncerai plus. Parce que si ça s'accentue, ça s'amplifie, ils vont se révolter. Mais le fait que nous, on vient parler là, ça permet au gouvernement de rectifier les tirs
Et donc, chaque fois qu'il y a un problème, ils vont dire, les soeurs de Paris sont les bonnes dénoncer pour nous. Non. Et pendant ce temps, quand on fait vidéo, ils ne viennent pas sur nos vidéos. Hein. Ils vont aller suivre les vidéos où on parle de qui a volé femme de quelqu'un, qui a volé mari de quelqu'un. Ils vont aller une vidéo où on dit, il y a un petit qui a fait amour là, et puis il y a peut-être 10 000 personnes connectées. Mais donc, nous sommes des bellas, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, la plus belle. Donc, c'est nous, on est des bellas. C'est nous, on fait le travail pour eux, quoi. Non, moi, je vais plus me casser la tête. C'est terminé, ça. Moi, je vais plus me casser la tête parce que on peut pas défendre des idiots qui, quand ils sont dans la loisivité, même ce qui doit les préoccuper, là. Non, non, non. Parce qu'un peuple d'abrutis va se retrouver avec quoi? Un dirigeant, un peuple d'agneaux. Se retrouve avec des dirigeants des dirigeants de loups. Voilà. Si vous décidez de vous coucher, mais ils vont marcher sur vous. Je suis désolé. Et quand moi j'ai fait vidéo, tu as trouvé qu'il y a 300 personnes. Mais si on met une vidéo là-bas de suite, là, on met une vidéo de suite, on va mettre les jeunes là, avec la maîtresse, ils seront pratiquement 10 000. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Donc ce mois, je vais détruire ma santé, je vais briser ma santé, je vais faire des vidéos pour défendre, et pendant ce temps, la personne pour ceux même pour lesquels j'ai fait la vidéo là, ils sont en train de tapoter sur un panel où on parle de cul. Mais qu'est-ce que moi donc moi je n'ai pas autre chose à faire, quoi. Non, moi je ne peux pas faire. J'ai décidé de ne pas faire certaines choses, c'est terminé. Merci beaucoup. J'ai décidé de ne plus m'aventurer dans certaines défenses farfelues. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne ferai plus parce que j'ai l'impression que plus on fait, voilà, plus on fait, plus ça les conforte. Plus on fait, plus ils ne veulent pas, comment dire, se bouger. Voilà. Donc il y a des sujets là vraiment, comme par exemple Bakongo là. S'il veut, il casse les maisons, c'est pas mon problème. Voilà. Parce que les Ivoiriens, souvent là, ils ne veulent pas terminer le combat. Ils vont parler de Komé Bakari. Vous allez faire le combat, demain, on va passer à autre chose. Ils aiment que les buzz. Vous voulez qu'on fasse comment? Quand ça va s'amplifier là, quand ils vont sentir même la douleur de ça, eh bien, ils vont se révolter. Ah oui? Je vais faire maintenant, voilà pourquoi vous voyez que je fais mon combat là, en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire que je l'ai restructuré. Vous avez vu que moi, j'ai des sujets. Je ne peux pas aller analyser sur la Guinée-Bissau, je ne peux pas aller analyser sur le Cameroun, je peux analyser sur le Burundi, je peux analyser sur l'AES. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, mes contenus là, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Mes contenus là, j'ai une page spéciale même, qui est pour l'Afrique, c'est les frapponneurs. Il y a pratiquement 800 000 abonnés là-bas. Il y a pratiquement 850 000 abonnés là-bas, sur les frapponneurs. Donc, moi, je n'ai pas de problème. En matière de contenu là, je n'ai pas de problème. Voilà. Si en Côte d'Ivoire, tu te bats et que tu vois qu'il y a des sujets. Par exemple, on coupe courant à Yamoussoukro. Vous faites des jours, il n'y a pas courant dans certains quartiers. Vous n'avez même pas d'eau potable. Vous n'êtes même pas censé même faire des vidéos pour vous révolter. Vous appelez sur les paris, il n'y a pas courant, c'est parce que vous avez peur. Mais non, il y a un souci. Mais vous avez peur de quoi? Mais à un moment donné, si la peur, mais pour le prix du pain, ils ont augmenté le pain. Ils ont augmenté le pain au Soudan. Mais à cause de l'augmentation du prix du pain au Soudan, là, mais ils ont chassé le président. Omar El-Béchir. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire la géopolitique, Emmanuel, comment tu vois, la plus belle. C'est-à-dire que nous, là, on peut se projeter où? Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je me projette. J'ai pas allé au Sénégal, là-bas, j'ai fait mes vidéos tranquilles. Parce que moi, quand j'ai commencé mon combat, là, c'est sur les radios Africa numéro 1. C'est là-bas que je débattais. Contre le RDL, là, le RADP, là. C'est là-bas que je débattais. Si Africa numéro 1, le journal des auditeurs. En ce moment, Africa numéro 1 émettait de Libreville et de Moyabi au Gabon. Moi, j'ai fait les débats là-bas tranquillement. Moi, je n'ai pas de problème. Mon père, mes frères et sœurs m'écoutaient même à Abidjan. C'est là-bas que on m'a connu. Oui, les Robert Brazza, tout autour, je me rendais ici à Barbès, où il y avait les chaînes d'Africa numéro 1. Donc, ce n'est pas maintenant moi j'ai commencé mon combat, ce n'est pas maintenant que moi j'ai commencé. Encore une fois, comme dit Emmanuel, les Ivoiriens ne veulent pas faire des efforts. Voilà. Ils ne peuvent pas faire des efforts. Donc, moi, quand c'est comme ça, il y a un souci fondamental, il y a un problème de fond. Ce n'est pas d'aujourd'hui que moi j'ai commencé.
Quand j'ai commencé, je n'avais même pas la barbe blanche. Oui, j'ai la barbe blanche. Mais je continue mon combat. Mais je pense qu'on doit réorganiser notre combat. Ce n'est pas tous les combats qu'on doit porter. On doit porter sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Le quatrième mandat. C'est ce qui découle. Et ce qui découle du quatrième mandat, c'est les injustices. C'est les inégalités. C'est la pauvreté. C'est la corruption. C'est là où on trouve le DG, le DAF du ministère de la Santé qui détourne 20 milliards. Ah, les gars, c'est fort, hein? Le DAF du ministère de la Santé a détourné 20 milliards de francs CFA. Non, mais c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pouah! Non, c'est fort. Hein? C'est fort. Une seule personne. Mais ça ne nulle pas, Emma. Ça ne nulle pas. Hein? Une seule personne qui détourne 20 milliards. Mais imagine-toi les autres. Hein? Imagine-toi le... Attends, détourné par le DAF. Attends. Mais le DAF du ministère de la Santé. Ministère de la Santé, là, où on doit prendre l'argent, là, pour équiper nos hôpitaux, là. Emmanuela, les gars voulaient 20 milliards. Oh, et puis, vous savez quoi, le comble? Il a été, il a été, il a été décoré l'année passée comme étant le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Il a été décoré comme étant le meilleur DAF, directeur des affaires financières de Côte d'Ivoire, le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est le meilleur voleur. Il a volé 20 milliards la semaine passée. Le meilleur DAF de Côte d'Ivoire, il a volé 20 milliards. Là, c'est le chiffre officiel. Hein. Vous savez quoi également? La Géroute, les 4 ponts. C'est sur la page de... son nom, c'est qui là? Fernand Dédé. Il était au tribunal au pôle économique parce qu'il assiste beaucoup au jugement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Indemnisation d'un vieux, c'était 7 milliards 800 millions. Ils ont donné 2 millions au monsieur. Le juge dit, mais vous n'avez pas reçu vos 7 milliards. Il dit non, qu'il a reçu 2 millions. Il a montré le bordereau de virement. Ils ont détourné les autres, les 7 milliards et quelques là. Ça a été détourné. C'est quand même grave. Tout ça là, c'est le quatrième mandat. Mais les moutons qui bêlent partout, les sagadjigis là, les béliers, quand ils parlent de ça, ils n'aiment pas Papa Ado. Donc, voilà. Donc, j'étais là à vous dire ça. Ça vole. Oui, oui. Non, non, ce que dit là, c'est vrai. Il est tellement en prison, il a la maca. Il est encore en prison. Là, il est en prison, pardon.
le meilleur voleur. Voilà. Nous sommes ici. Quelqu'un, lui seul, il vole 20 milliards. Euh, au moins, il n'a pas fui. Ok. Au moins, il n'a pas fui. Bon, voici l'argument que tu as toujours pour nous dire. Au moins, il n'a pas fui. Ça, c'est un argument, ça. Lui, là, il va passer à partir où? Comme ils ont volé, ils vont le mettre en prison. Il va se dire dans peu de temps. C'est tout. On a vu l'autre ici, là, qu'il était à l'ONESI, qui était DG de l'ONESI, là. Il a détenu des milliards. Il a été accusé. Ils l'ont laissé sortir, ils l'ont aux États-Unis, en train de bouffer son art tranquillement. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, ça vole en milliards. En milliards. Là, il va sortir. Et sérieusement, c'est lui qui a volé. Ils ont limé ça entre eux. Voilà. C'est devenu compétition maintenant entre eux. De lancer les diabites, tout ça là. Les milliards qu'ils ont volés là. On peut en parler. Parce que quand on parle un peu sous Babo comme ça, on volait les milliards là. Parce que vous êtes tous dans les comparaisons. Et vous dites non, sous Babo, c'était comme si. Maintenant, sous Babo là, c'est comme ça, on volait. Ah, moi je veux savoir. Ah, je veux savoir si sous Babo là, on a vu ici sous le PDCI, les 18 milliards du ministère de la Santé, le RDA a récupéré. Bon, moi maintenant, je veux savoir où. Sous Babo là, c'est comme ça, les DAF volaient 20 milliards. Imagine-toi, ça, c'est DAF qui vole. Le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. Lui, il vole 20 milliards. Ça, c'est les chiffres officiels qu'on connaît. Voilà. Imaginez-vous maintenant les autres DAF. Imaginez-vous également les ministres, comment ils volent. Sérieusement, les gars, c'est pas du jeu. Hein. Notre pays a été détruit par le RDR. Voilà. Notre pays a été détruit par le RDR. Voilà. Et donc, ça là, c'est ça qui doit nous intéresser. Si certains sont, il y a des difficultés, il y a des problèmes là, il faut aussi laisser que la douleur touche aussi une partie du peuple. Ça va les pousser à se révolter. J'étais disant que au Soudan du Sud, au Soudan, Omar el-Béchir, il a été chassé du pouvoir parce qu'ils ont augmenté le pain. Le pain. Et je vais vous faire ici une analyse à travers le livre que je suis en train de lire. Si comment dirais-je, la révolte qui s'est passée en Serbie, c'est important. Vous savez quoi, pardon, en Inde, comment ils ont fait pour chasser les Britanniques? Comment ils ont fait pour chasser les Britanniques? Si vous ne savez pas. Voilà pourquoi j'ai dit à certains camarades de ne plus jamais encore défendre certains sujets. Mais quand vous ne le défendez pas, vous défendez, ça va faire en sorte. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? As? Je ne vois pas trop. Hein. Non, je n'ai pas le numéro, c'est pour ça. Comment tu vas? Comment tu vas? Merci. Ouais, non, désolé. Comme je suis même en direct, c'est pour ça que je ne peux pas trop parler. C'est pour ça. Ok, ok. As, non, Aubervilliers? Donc, je continue. Comme ils ont fait, il faut que je puisse vous mettre dans le bain. Voilà.
Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment... Bonsoir Valérie, comment ça va? Je vais vous expliquer quelque chose. Il faut que vous puissiez comprendre comment on peut faire partie d'une dictature ici également. Est-ce que quand les pains ont augmenté au Soudan, là, quand le peuple avait fait, là, le peuple n'a pas choisi son dictateur? Ok. Maintenant, revenons en Inde. Comment Gandhi a fait pour chasser les Britanniques? Comment il a fait? Comment ils ont fait? Il paraît que c'était 17. Hein. Gandhi n'était pas seul. Lui et ses camarades étaient 17. Je vais vous expliquer l'histoire. Pour ceux qui connaissent aussi l'histoire, bon, c'est bon, mais comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Ils avaient mis des taxes sur le sel. Ils avaient mis des taxes sur le sel en Inde. Et donc, comme les Britanniques étaient superbement armés, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, s'ils les attaquent frontalement, il y aura un carnage. Donc, il faut trouver la stratégie. Donc, Gandhi et ses camarades étaient 17. Ils ont attaqué sur le côté des taxes qui étaient prélevées par les Britanniques sur les Indiens. Voici comment ils ont fait. Ils ont commencé la marche du sel. Ils ont commencé à sensibiliser le peuple de village en village, de ville en ville, pour dire qu'il faut dénoncer les taxes là sur le sel. Sur le sel. C'est là que, puisque tout le monde était concerné par ça, attendez 2 secondes, j'ai appelé un ami là d'abord. Parce qu'il veut m'envoyer une photo, ça m'appelle m'envoyer. Mets la caméra et te vois. Bon. Donc, comme le peuple entier était concerné par cette taxe-là, Gandhi et ses camarades étaient 17 quand ils ont commencé la marche pour sensibiliser le peuple. Ouais, As, comment tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai même appelé en caméra là. On dit quoi, champion? Bon, je suis en direct, je suis fini, et t'es bigot. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà. Donc, Gandhi et ses camarades étaient 17. Ils se sont levés, ils ont dit, bon, voilà pourquoi on dit que Gandhi, ils ont fait le changement sans violence. Tu vois, non? Gandhi et ses camarades ont dit, bon, s'ils veulent affronter les Britanniques là, et ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les armes. Maintenant, il faut trouver la stratégie pour les faire partir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans la brèche de cette taxe qui est sur le sel là. Ils ont commencé à marcher dans tous les pays, en Inde. Plus ils marchaient, plus ils devenaient nombreux. Le peuple se joignait à eux. Donc, des 17, ils sont devenus 100. Des 100, ils sont devenus 1000. Des 1000, ils sont devenus des milliers et des millions qui ont commencé à grogner par rapport à cette taxe sur le sel en Inde. Maintenant, tous les pays sont rentrés dans la danse de contestation de la taxe sur le sel en Inde. C'est ainsi que cette taxe-là a été retirée par les Britanniques. Les Britanniques ont retiré cette taxe. Mais ils ne savaient pas ce que Gandhi et ses camarades avaient dans le creux de la tête. Puisque Gandhi maintenant et ses camarades ont vu qu'ils étaient en position de force, ben le peuple les soutenait et les Britanniques ont reculé face à cette taxe. Ils ont supprimé cette taxe-là. Mais ce n'est pas terminé. Ils ont profité de l'engouement, de la ferveur populaire pour demander le retrait des Britanniques de l'Inde. Je répète encore, ils ont gagné une première bataille
Donc, alors que leur objectif, c'était pour que les Britanniques puissent quitter l'Inde. Et donc, comme ils ont vu que les Britanniques étaient armés, ils ne peuvent pas les affronter. Ils sont passés par la taxe sur les sels. Le peuple a épousé leur combat et les Britanniques ont reculé. Ils ont profité de cette ferveur, de la révolte du peuple indien pour demander aux Britanniques de quitter purement et simplement leur territoire. Voici le combat que Gandhi a fait à ses camarades pour gagner la bataille pour que l'Inde soit défaite de la colonisation, pour ne pas dire des mains des Britanniques. C'est ce qui s'est passé également aux États-Unis. Il y a eu là-bas une révolte. C'était aussi une autre taxe. Je pense que c'était sur le... ça m'est revenu. Il y avait une autre taxe là-bas aussi également. Que les Britanniques avaient mis en place. Et une révolte. Ce qui a fait que les Britanniques ont quitté les États-Unis. Donc, souvent là, quand on a affaire à un adversaire qui est armé, qui est surarmé, comme le régime d'Alassane Ouattara, il faut trouver d'autres stratégies pour parer à leur brutalité, à leur violence. Et ça là, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est amorphe vis-à-vis même de ses propres difficultés, c'est à nous de trouver, comment dirais-je, la parade. On ne fait pas tous les combats qu'on doit faire pour le peuple. Je suis désolé. Parce que si on fait tous les combats pour le peuple là, mais le peuple va se sentir à l'aise sous son dictateur. Il faut également qu'il y ait également des injustices qui vont pousser le peuple à se soulever. Donc s'il y a un combat pour dire que les motos sont interdits, pour moi, ce n'est pas un combat. Parce que quand la personne va s'accentuer sur le peuple va se lever naturellement. Si aujourd'hui le peuple de Côte d'Ivoire ne se lève pas, c'est parce que le peuple là se sent à l'aise sous Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi, il faut le dire. Parce que nous, on se bat certainement. Mais à un moment donné, quand la pression va les étouffer, là, ils vont se lever. Le président Houphouët-Boigny disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et un homme qui est victime d'injustice n'est pas un homme libre également. À un moment donné, si le juge s'abat, si sa famille, ses frères, ses soeurs, il va rejoindre le club de quoi? Hein? Il va rejoindre le club des personnes victimes d'injustice et qui réclament justice. Et c'est au fur et à mesure que la mayonnaise va prendre. Parce que ce soit Alpha, il y a toujours des failles dans un pouvoir. Et le pouvoir de Ouattara a des failles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Dès l'instant, ils voient que le peuple veut se soulever, le peuple veut contester, ils vont rentrer dans la manipulation, dans le populisme, dans la démagogie. Dire, vous voyez, ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Il a battu le pays, il ne peut pas tout faire. Il rentre dans les émotions. Les militants du RDR, quand il y a les élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter le RDR. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont sous un régime qui les embastille, qui est en train de les reclure dans la pauvreté, dans la misère. Eux-mêmes, ils fuient le pays pour venir en Europe. Même néanmoins, ils soutiennent ce régime-là. Pourquoi? On doit se poser les vraies questions. C'est eux-mêmes qui sont les plus découragés. C'est eux-mêmes qui sont les plus déçus de ce régime-là. Mais malgré ça, ils sont actuellement à Bobo en train de fêter pour dire non, c'est bon. Ado. Tu vois, non? D'un moment donné, il faut les laisser dans leur misère. S'ils cassent à Bobo, là, laissez-les casser à Bobo. Ce n'est pas à nous de faire des vidéos pour dire ce que le pouvoir en place fait à Bobo, là. On n'a pas à les défendre. On n'a pas à les défendre. On doit élever notre niveau de dénonciation maintenant. On doit élever notre niveau de dénonciation. Mais ici en France, là, il y a eu les gilets jaunes. Et dès l'instant, on voit que l'inflation augmente et que Macron est en train d'échouer à un niveau, l'opposition rentre dedans et puis ils amplifient. Et ce qui a fait que ça a fait baisser, casser même la cause de popularité de Macron. Parce que c'est tous les Français qui aujourd'hui, pour la plupart, sont au-dessus de la gouvernance de M. Macron. Parce que l'injustice s'est installée, l'injustice sociale s'est installée. Et ça a perduré. Et donc, si nous, on veut
toujours mettre nos caméras pour dénoncer certains faits, pendant que toi, tu es en train de faire vidéo, tu as 300 personnes, 200 personnes, 100 personnes, ils sont sur panel, en train de parler de cul. Comment il y a un enfant de 15 ans qui a mouru, comment ça, sa maîtresse, c'est ça qui les intéresse. Allez-y voir. Elle a commencé devant moi ici, hein. Elle a commencé devant moi, quand elle fait ses vidéos, totalement chic. Moi, je l'ai connu, je l'ai connu, quand elle n'avait pas... Moi, j'ai connu totalement chic, quand elle n'était pas comme ça. Elle a commencé ses vidéos devant nous ici. Mais aujourd'hui, là, en matière de visibilité, mais elle bombarde, vrai ou faux. Mais allez-y voir les sujets là-bas. C'est affaire de couple. Tu as posé question, il y a 25 000 personnes qui sont connectées pour ça. Parce que toi, tu as été fait palabre pour dire que non, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Là. C'est toi qui as été fait palabre, hein? Mais ils ne sortiront pas pour venir t'accompagner. Oui, je connais Compte Chic depuis longtemps. Hein. C'est pas maintenant qu'elle a commencé. Donc, Compte Chic, là, il y a 25 000 personnes connectées. Toi, tu es en train de parler. On dit la vie est chère. Dosso Charles Rodel, un cadre du PPACI. Mais il est en prison actuellement. Il a fait quoi? Tenez-vous bien. Lui et son enfant ont été mis en prison. Parce que M. Dosso Charles Rodel a décidé de faire une manifestation contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et quand il a laissé le mot d'ordre là, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Hein? Seigneur. C'est-à-dire que lui, vous dites que la vie est chère. Le monsieur décide de se battre pour vous. Mais quand il a laissé le mot d'ordre là, même pas 10 personnes. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont là, ils sont forts dans Gbéré. Ils sont forts dans Gbéré. Quand c'est Gbéré là, non, ou un panel où on a un jury, là ils sont forts dedans. Pendant ce temps, il y a un enfant de 15 ans qui a eu son doctorat en chimique antique à Anvers, en Belgique, cette semaine-là. Il a 15 ans. Un enfant de 15 ans qui a eu un doctorat en chimie, comment dire, antique. Physique antique, pardon, un truc comme ça. Cette semaine-là, il a 15 ans. Et pendant ce temps, nous avons quelqu'un qui a 15 ans, c'est lui qui fait buzz. Et on met panel sur lui. C'est ça les Ivoiriens. Le régime Ouattara a compris que les Ivoiriens, là, ils aiment beaucoup l'amusement. Ils aiment la losivité, ils aiment le buzz. Et même ils créent le buzz. Et voilà pourquoi ils envoient. Voilà, physique quantique. Merci beaucoup, Benji. Merci beaucoup, Benji. Physique quantique, merci. Le gouvernement de Ouattara a compris. On dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui, là, le peuple, il faut les distraire. Parce que si ce n'est pas distraire, puis ils sont concentrés sur la politique, c'est pas bon. Ça peut se retourner contre eux. C'est très important. Même le jeune qu'on appelle, qui habite à Bobo, là, qu'on appelle quand même là, président là, vous allez voir, ils vont les casser. Parce que lui, il donne envie aux jeunes de faire la politique. Écrivez ça, les jeunes là, ils vont les casser. Lui qu'on appelle président, et puis qui débat bien, voilà. Les jeunes là, ils vont les casser. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Les jeunes présidents là, ils vont les casser. Vous allez me dire que Souley Padé avait dit ça. Ils vont les casser. Parce que lui, il est jeune, et il aspire les jeunes à s'intéresser à la politique. Alors que le gouvernement de Côte d'Ivoire s'attelle à détourner les regards des jeunes de la politique. Est-ce qu'il les arrange? Il ne les arrange pas. Parce que nous, là, nous, on ouvre les jeunes, on attire les jeunes à venir faire la politique. On leur dit ce qui ne va pas dans le pays. Nous sommes le danger. Jean-François Kouassi, merci beaucoup à Touro. Ils trouvent que les Souley Padé là sont des dangers parce qu'ils montrent la route aux jeunes. La critique. On dit non, on ne fait pas la politique, les Souley là n'ont pas le pouvoir. On leur donne des points de route. On ferme les ponts fériés
pour que les jeunes aillent, n'est-ce pas, prendre des photos. C'est-à-dire qu'ils ont compris la mentalité. Donc, ils jouent avec ça. On ouvre les chaînes de télévision. Vous pensez que c'est anodin quand on invite des guignols sur les chaînes de télévision? On invite des mineurs qui disent qu'elles ont fait 4 jours. Elles ont fait 4 jours dans une maison inachevée, sans manger, sans boire. Ça devient un sujet national. Ou même la télévision publique. C'est la RTI qui invite ces personnes. La RTI qui est une télévision publique. C'est la RTI qui invite ces enfants-là à venir s'étaler sur la chaîne publique où toi tu payes des redevances télé. Qui est prélevée. Cette redevance télé est prélevée sur ta facture de courant. Obligatoirement. Que tu aies télé ou pas, tu payes. C'est fait à dessein. C'est pour abrutir le peuple. On prend la télévision comme instrument d'abrutissement. C'est ça le problème. Mais si on n'arrive pas à tirer cette conclusion simpliste que le régime de Ouattara est en train d'aliéner notre jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est la danse, c'est les amusements, c'est la drogue. Regardez bien ce qui se passe dans notre pays. Ils sont désintéressés de la politique. Mais ici en France, là, Jordan Bardella, à son jeune âge, dans les sondages, là, c'est le prochain président de la République française. Et pendant ce temps, dans notre pays, les jeunes sont désintéressés de la politique. Et quand ils voient le jeune Jean-François Kouassi, qu'on appelle président Jean-François Kouassi, quand ils le voient, ça les étonne. Ils sont émerveillés de voir Jean-François Kouassi faire de la politique, alors que c'est pas quelque chose, n'est-ce pas, d'extraordinaire. Voilà. Mais quand nous on fait la politique, les sous les pays que vous voyez là, ils n'aiment pas le pays. C'est pas une question d'amour du pays. Mais c'est une question de raison, de logique d'ailleurs. La politique, soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Mais dans le cas espèce de Bakongo, que nous sommes en train ici, ils sont en train d'analyser. Mais dès le sens où le Paris sort, ils vont dire non, 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 vous voyez, les opposants là, donc, c'est-à-dire qu'ils mettent tout dans une affaire de clan. Même ce que moi, je viens de défendre pour eux là. Dans le sens, je vais taper dur si Bakongo ou bien si M. Ouattara, ils vont dire non, ah non, ça devient maintenant politique, la personne va se retrancher dans son parti politique, RADP, et puis va commencer maintenant à défendre ce que Alassane Ouattara fait. Il va dire non, c'est normal. Je l'ai dit, si moi je mets panel ici, je défends Bakongo. Vous allez voir que les RADP même qui vont subir ça, vont monter pour venir dire que Bakongo, il a raison. Parce que Soleil de Paris a pris fait de cause pour Bakongo. Et non, pour le dénoncer. Et ils vont venir dire non, ce qu'il fait c'est bon. Je l'ai dit encore une fois de plus. Vous ne verrez pas un militant du RADP va monter ici. Il va venir dire non, que ce que Bakongo a fait là. Non, c'est pas bon, hein. Non, ils ne diront pas. Ils vont dire, pendant que c'est bon, hein. Non, non. Ils vont dire que ce n'est pas bon. Parce que, allez-y voir même la page du journaleux. Ben, c'est un journaleux, c'est un mercenaire de la plume. Mais, vous allez voir tous les commentaires là-bas. C'est les Madou, c'est les Sédou. C'est eux. Ils trouvent que c'est une sale décision de suspendre ça. Mais, c'est pas une sale décision de suspendre ça. Non. Puisque c'est vous-même qui avez dit que Abidjan doit être joli.
Aïe, c'est quoi ce truc-là? Mais j'étais déconnecté là. Ils m'ont déconnecté complètement. C'est quoi ce truc-là? Attends, sérieux là? Ouais, 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 ouais. Ils m'ont déconnecté complètement. Ouais, 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 ouais. Attends 2 secondes. Ils m'ont déconnecté même complètement. Aïe, c'est quoi ce truc-là?